Ce soir, dans A-Week, Apple, Adobe, on oublie tout et on recommence. Ce sera la question du soir. Lundi soir, Phil Schiller, le vice-président d'Apple en charge du marketing mondial, a fait sensation en apparaissant sur la scène d'Adobe Max, la conférence mondiale des développeurs Adobe à Los Angeles. Partenaire depuis toujours, concurrente sur le marché de la vidéo, héritière d'un lourd passé où la pastille flash n'a toujours pas été digérée, Apple et Adobe font alliance pour conquérir ou reconquérir les faveurs du monde de la création et des pros. Alors alliance ponctuelle ou mariage d'amour, la hache de guerre est-elle enterrée? Dans un instant, le débat du jour dans A-Week avant l'actu de la semaine et l'amazing tip d'Audrey consacré aujourd'hui à ce satané clavier QWERTY qui s'impose parfois au démarrage. Bonsoir à tous, bienvenue dans A-Week, toute l'actu Apple en direct. On est ensemble pour 1 heure et vous le voyez, gros sujet ce soir, les relations Apple-Adobe. On va en parler avec nos amis que je salue. Salut à tous les 4, comment ça va? Salut, fort bien. Ça va, très bien. Ah, génial. Alors salut Gilles, dans le sud-ouest, ça va? Pas trop d'eau? Non, ce week-end plutôt. De ce côté-ci, on a eu la chance d'être épargné, oui. Eh bien, tant mieux. On est content que tu sois avec nous, Gilles. Et ton expérience d'Apple va nous aider à comprendre ce qui se passe du côté de chez San José, puisque c'est le siège d'Adobe en Californie. Salut Audrey. Salut. Bon, ça te parle, toi, les relations Adobe-Apple ? Ben moi, j'ai utilisé des produits Adobe pendant longtemps, puisque j'étais maquettiste PAO, donc la fameuse trilogie Photoshop, Illustrator, InDesign, je l'ai beaucoup utilisé. Par contre, oui, ben justement, Eline nous racontait quelques anecdotes, donc ça va être intéressant de comprendre la relation qu'il y a entre ces deux sociétés, et ça n'a pas l'air simple. Et bien justement, on se tourne vers Eli, qui est lui sur la Côte d'Azur. Salut Eli. Hello, bonsoir. Désolé, je suis un peu malade, mais je vais essayer de tenir l'émission. Ah, écoute, ça fait plaisir de te revoir aussi. Toi, tu en as aussi des choses à dire sur les relations Apple et Adobe. Eh oui, mais du coup, ça ne nous rajeunit pas, parce que j'avais commencé à leur raconter quelques trucs hors antenne et François me disait qu'il avait 4 ans à cette époque-là. Donc, tu vois. François, tu as perdu tes cheveux si jeune ? Et ouais, étonnamment, je les ai perdus très très jeunes. Ouais. Non, mais moi aussi, j'ai pas mal de petites choses à raconter sur Premiere et sur Final Cut en particulier, parce que j'ai l'occasion d'enseigner sur ces logiciels, donc je pourrais vous raconter ma petite expérience de 14 ans déjà sur ces logiciels-là. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Alors, ce que je vous propose, puisque tout ça est lié à ce qui s'est passé il y a un peu moins de 48 heures, sur cette scène à Los Angeles dans le cadre d'Adobe Max qui est la conférence développeur Adobe. Voilà ce qui s'est passé. On était à peu près à mi-keynote, la première keynote, la grande keynote du premier jour. Adobe venait de présenter la nouvelle version, enfin le nouveau Photoshop sur iPad. Et c'est un vrai Photoshop qui va arriver en 2019 sur iPad. Et voilà ce qui s'est passé. On va regarder l'intégrale. Ça dure un peu plus de 7 minutes, mais c'est important pour qu'on soit tous dans la même ambiance. C'est parti. So this is what we mean when we talk about liberating your creativity. And we invite you to sign up to get notified as soon as Photoshop comes to the iPad. So what we're previewing is a huge milestone for the Photoshop team, for Adobe, and for the creative world. And it wouldn't have been possible without a legendary product like the iPad and our partnership with Apple. And so to mark this moment, I'm thrilled to welcome Apple's Senior Vice President of Worldwide Marketing, Phil Schiller. Absolutely. So welcome, Phil. Thank you. Welcome to Max. Hi, everyone. So thanks for joining us. Yes. So bringing Photoshop to the iPad is only possible because of Apple's commitment to building an iPad for professionals.
Can you talk a little bit about the evolution of the iPad Pro and how you see this product impacting the world of creativity? I'd be happy to. Avec plaisir. On behalf of Mais d'abord, de notre part à tous, chez Apple, je veux vous dire combien nous sommes emballés d'être ici à Max, avec vous, avec toute l'équipe Adobe. La relation Apple-Adobe et notre collaboration remonte à plusieurs décennies. Vous le savez tous, nous avons travaillé ensemble pour créer des outils pour les pros, sur Mac et sur iPad, et nous en tirons tous les bénéfices. Chez Apple, nous voulons vraiment que l'iPad évolue vers un outil de plus en plus essentiel dans le processus créatif. C'est la raison pour laquelle, depuis 2 ans, nous avons lancé la gamme iPad Pro. Nous l'avons développée avec des technologies maison comme nos processeurs de la série A, avec des performances CPU et GPU pour les pros. Idem pour l'écran. Je pense au 12 pouces 9 Retina, avec la technologie ProMotion, et des outils vraiment fun, comme l'Apple Pencil, peut-être une de nos technologies les plus poussées, mais il est tellement accessible et simple à utiliser. Et Adobe l'a reconnu, elle s'en est emparée dès le début. Adobe a compris le potentiel de l'iPad Pro, et vous étiez sur scène avec nous au lancement de l'iPad Pro. Adobe était là dès le départ. Depuis, nos équipes ont travaillé ensemble sur des technologies vraiment fantastiques, et les annonces d'aujourd'hui sont le commencement d'une prise de conscience. Nous travaillons ensemble et Adobe va créer des applications qui vont être fantastiques sur iPad, et elles vont avoir un sens pour tous ceux qui utilisent déjà vos outils créatifs, mais aussi pour toute une nouvelle génération de créateurs qui cherchent un processus de travail entièrement mobile, quelque chose d'encore plus accessible et intuitif et simple à utiliser, et c'est ce que vous proposez. Well, it is exciting to see the teams on the software side really maximize what's possible alongside their colleagues on the hardware side. So it's really it's exciting to see the teams work together. So a few months ago, we were at a Worldwide Developer Conference, your event, talking about some of the work we're doing together in AR. Can you talk about the role and importance of AR at Apple today? Sure. Thanks to Adobe for being at. Bien sûr, et merci Adobe d'avoir participé à la WWDC. La réalité augmentée est d'une importance énorme pour nous. Dans notre vision, elle va impacter chacune de nos vies, et je pense que vous partagez cette vision. Nous travaillons dur dans cette direction. Dans iOS, nous avons créé un environnement de développement qui s'appelle ARKit. En seulement 1 an, cette technologie a progressé de manière impressionnante, et de nouvelles expériences impossibles jusque-là le sont désormais. Très rapidement, iOS est devenue la première plateforme AR au monde, avec des centaines de millions d'iPhone et d'iPad, capables avec leurs processeurs et leurs capteurs vidéo de restituer ces environnements merveilleux. Et Adobe nous a beaucoup soutenus, d'abord en adoptant le nouveau format de fichier USDZ, sur lequel nous avons travaillé avec Pixar. Et vous connaissez les outils dont les créatifs vont avoir besoin pour aller encore plus loin et créer le contenu que tous les utilisateurs vont apprécier sur ces plateformes mobiles. Et je crois que ça fait partie de ce qui arrivera de mieux très bientôt, ces nouvelles expériences AR. Well, we're excited, and we have some more news on the AR front to share with all of you a little later today. So finally, we have over 14,000 creative professionals here with us, many more viewing online. And with the tremendous success of a consumer device like the iPhone, what is the role of the creative professional at Apple today? This is, I think, an important question and one that's near and dear to all of us at Apple. C'est une question importante, elle nous est chère à tous chez Apple. The foundation of Apple from the beginning. La créativité fait partie des piliers d'Apple depuis le début, à la fois en interne, mais aussi à l'extérieur avec tous nos utilisateurs mutuels. I know Steve showed us all. Quand j'y repense, Steve nous a montré à tous que les gens passionnés peuvent changer le monde. Et ces mots veulent dire beaucoup pour nous. Alors quand nous pensons au rôle qu'Apple doit avoir, en soutenant Adobe, en étant à vos côtés, ça rejoint ce que Steve disait. Nous sommes à l'intersection de la technologie et de l'art. Et cette préoccupation pour la créativité a toujours autant d'importance pour nous qu'au tout début. Rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est la technologie. Quand nous en parlions à l'époque, nous n'imaginions pas que Photoshop tournerait sur un iPad Pro où que vous soyez. Ce que vous allez en faire va nous estomaquer. Et donc nous sommes à fond et tellement impatients que vous puissiez utiliser Photoshop partout dans le monde. Well, neither can we.
Thank you so much, Phil, for your partnership. Excited for the years to come. Thank you, too. Before I forget, the Photoshop team got a little creative, as they typically do. We did make a little gift for you to commemorate this moment, both inspired by you being here and your love for bomber jackets, apparently. I don't know, I'm making that up. But it is a Photoshop Max jacket. We were also inspired by one of the features we're most excited to bring to the iPad that people know and love here, Content-Aware Fill. So, I will strive to live up a little to gift that for you name. on the way. Thanks again, Thank Phil. you. Yeah. Thanks, everyone. Voilà, voilà ce qui s'est passé donc lundi soir à Los Angeles en ouverture d'Adobe Max. Alors je vous salue vous qui êtes devant votre écran, votre smartphone, votre tablette, votre Apple TV. Voilà, merci d'être avec nous pour ce direct en ce mercredi soir. Je salue Frédéric Cavaillé qui est là, qui nous dit c'est une bonne nouvelle pour Apple que Apple et Adobe soient ensemble. Je salue Laurent Petit, Laurent que j'ai eu le plaisir de rencontrer en vrai il y a quelques jours au Mondial de l'Auto. Mach2H, il pourra peut-être faire un tweet pour expliquer à tout le monde ce que ça veut dire. Moi, il me l'a dit dans l'oreille, c'était sympa. Salut Laurent, salut Joël aussi qui nous dit bonsoir à iWeek TV. Marc Monticelli est là aussi. Salut à toute l'équipe en mode veilleur de nuit, j'ai l'impression, pour vous regarder. Je suis pas sûr des icônes, mais ça ressemble à ça. Et puis Jérôme Derdermotus est là, il est arrivé juste à l'heure pour le direct. Très sympa que vous soyez tous avec nous. Je me tourne vers mes complices qui... alors, je sais pas si vous avez vu cette séquence ou si vous l'avez découverte, dites-moi. Gilles. Je l'ai vu pour préparer l'émission. Ah oui, tu avais travaillé, tu avais fait tes devoirs. Tu avais fait tes devoirs. Alors, comment tu comprends cette apparition de Phil Schiller qui est historique? Oui, parce que Phil, c'est un des personnages historiques et historiquement les plus proches de Steve Jobs. Oui. De Steve Jobs. Et c'est vraiment donc un appel aux fondamentaux. Je disais tout à l'heure en avant de l'émission que l'histoire d'Apple et d'Adobe, c'était vraiment la chanson des vieux amants. Ils sont ensemble depuis 84, le Mac lui-même, l'interface, l'écran, le langage de description d'écran du Mac est fondé sur le système d'Adobe de PostScript, de description de page. On est vraiment, l'histoire est commune. Elle s'entrelace de bouderie, de réconciliation, de fâcherie. Oui, absolument. Donc la présence de Phil faisait appel vraiment à l'histoire, aux fondamentaux et aux premières relations d'Apple et d'Adobe. Ouais, d'accord. Pour toi, ça donne vraiment du poids, cette présence. Ils n'ont pas envoyé Phil Schiller au hasard. C'était le cran juste en dessous de Tim Cook, en fait. Plus que Tim Cook. Puisque... Ah, tu dis exactement, tu dis, Elie. Oui, c'est extrêmement important et je suis d'accord avec ce qu'a dit Gilles à l'instant, c'est-à-dire que dans certains cas, c'est même le cran, on va dire, égal, voire au-dessus, parce que Phil, il a la légitimité d'avoir accompagné Apple depuis quasiment le début, et Steve en particulier, et donc avant que Tim Cook prenne ce rôle prédominant, Phil aidait déjà Steve dans toutes ses démonstrations et dans toutes ses keynotes. Avec en plus... pour moi, il y a dans toutes les bonnes histoires de couple très au long cours comme ça, il y a un troisième qui est là en filigrane derrière, qui est Microsoft. Et cette histoire de partenariat intime qui recommence, cette nouvelle histoire qui s'écrit entre Apple et Adobe autour de l'iPad et de l'iPad Pro, c'est une alliance contre ou en miroir avec la montée en puissance, pour moi, de la Surface Pro de Microsoft. Alors oui,
Oui, c'est pas inintéressant, Gilles, sauf que pendant cette keynote lundi soir, on a vu, ça a commencé par une première démo qui était faite sur une Surface Pro, un très grand écran tactile là, qui était face au démonstrateur. Il y a eu de l'iPad après, et puis après il y a eu du HP aussi avec une sorte de tout en un, à moitié tactile, à moitié ordi. Donc Adobe en a quand même distribué pour tout le monde, mais c'est vrai que la présence et la venue de Phil Schiller, je pense, quand même fait pencher la balance assez nettement du côté d'Apple. Oui. François, comment est-ce que tu expliques, toi, ce qui s'est passé il y a 2 jours ? Je rejoins complètement mes comparses, je rejoins ton analyse. Je pense que Apple s'était un peu mis de côté les créatifs. On va reparler du Mac Pro, on va reparler du Mac Mini, qui sont quand même des machines qui sont un peu à l'abandon depuis quelques années. Il y a eu l'histoire de Final Cut aussi, qu'on évoquera tout à l'heure aussi. Je pense que c'est un grand pas, et c'est vrai que Photoshop sur iPad Pro, ça va être un gros plus pour Apple et pour Apple, parce que du coup, les créatifs se diront, j'avais déjà un iPad Pro dans mon workflow, ça va se renforcer, et pour Adobe, ça fera des abonnements cloud en plus. Parce qu'évidemment, on pourra disposer de Photoshop que si on a l'abonnement Creative Cloud. Ouais. Donc je pense que les deux sont clairement gagnants sur ce terrain-là. Bon, alors on a plein de sujets à voir ensemble. Évidemment, on a l'œil rivé sur vos tweets avec le hashtag iWeekTV. Je salue Shinji qui nous rejoint, qui nous dit bonsoir, c'est sympa d'être là. Marcos X est là lui aussi. Je voyais aussi le tweet de Marc Monticelli qui nous disait: je n'avais pas encore vu la conf Adobe, c'est incroyable, quelle déclaration d'amour. On est un petit peu dans le même vocabulaire que ce que tu utilisais, Gilles, à l'instant. Là, c'est deux tourtereaux qui sont en train de se tourner autour, c'est ça? Non, c'est les vieux amants qui se réconcilient. Ah, c'est les vieux amants qui se réconcilient. Alors, c'est une vieille histoire. Hein. Elle a au moins 10 ans, voire plus. En plus. Depuis 1984. Ouais, oulala. Ouais, c'est un vieux couple. C'est ça, à peu près. On était tout petits, nous. Alors, on a compris que l'iPad Pro était la pièce maîtresse de ce rapprochement. Alors, est-ce que ça ne va pas se faire au détriment du Mac? Tu disais, François, tu rappelais à très juste titre que le Mac Pro et le Mac Mini sont très à la bourre, très à la traîne maintenant. L'accueil qui a été réservé à Schiller quand il est arrivé était tiédos quand même. Hein. Ça n'a pas été la folie dans la salle. Hein. Ça lui change des keynotes Apple. Hein. Exactement, ça change des keynotes Apple. Dans un partenariat, on dit qu'il faut que ce soit équilibré, que ce soit win-win pour les deux. Qui a le plus à gagner, à votre avis, entre Apple et Adobe à ce retour en grâce, à ces mamours qui reprennent? Adobe, clairement, parce que... Ah, vous êtes d'accord? Non, François n'est pas d'accord. Qui dit Adobe? Moi. D'accord. Et en bas, ça va être Apple. Et voilà. Alors, Élie, je me tourne vers toi. Pourquoi est-ce qu'Apple serait gagnant dans l'histoire? Tout simplement parce que l'iPad Pro, même si c'est une super tablette, a un peu de mal à côté de certaines Surface Pro. Apple a résolu une partie de l'équation en mettant un iPad non Pro à un prix abordable pour toucher ce segment du marché. Mais pour que l'iPad Pro s'impose, il lui faut une killer app. Il faut une appli que les gens vont utiliser. Et il y a des tas de gens qui vont peut-être acheter un iPad Pro parce que ça permet d'utiliser Photoshop dans des conditions de mobilité extrême. Et ça peut faire que Apple va vendre du coup plein d'iPad Pro pour ça. Et du coup, c'est très important pour eux. Ouais. Mais est-ce que Apple vend tellement de produits, est-ce que cette marge-là en plus, entre guillemets, vaut le coup? Pardon, je suis un peu trivial, mais à l'échelle du chiffre d'affaires d'Apple et du nombre de millions de produits qu'ils vendent chaque trimestre, est-ce que cette petite marge vaut le coup? Surtout quand on sait que les pros ont été tellement malmenés par Apple ces dernières années. Et là, on va en revenir justement à la vétusté de certaines machines. Et là, je repasse du côté du Mac. C'était quand même courageux
j'ose le dire, de la part de Phil Schiller, de se présenter devant 14 000 créatifs, dont une partie a quand même été un peu forcée de quitter Final Cut il y a quelques années, voire de quitter le Mac pour des PC. C'est vrai. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de créatifs à avoir franchi le pas du PC. Oh, je crois qu'il y en a plein, moi. Ah bon? Non? En tout cas... Non, il y en a qui ont quitté Final Cut première, mais ils sont restés quand même sur le Mac. C'est difficile quand tu as travaillé toute ta vie sur un Mac en professionnel de passer sur un PC. C'est vraiment pas simple. Hein. En revanche, ils ont quitté Final Cut sur Mac pour première. Oui, c'est très fâché. Beaucoup d'entre eux. Très fâché en plus. Très fâché, ouais. Mais, mais ça a été une bourde énorme. Hein. De la part de qui? En sachant... De la part d'Apple. Hein? De la part de Steve. Steve, des fois, hein, il avait des choses et des idées très précises sur ce qu'il voulait faire et on ne pouvait pas lui dire non. Donc là, c'est vraiment son entière responsabilité. C'est-à-dire que Final Cut était de loin le logiciel de montage le plus utilisé par tout le monde. Et puis un jour, Steve est arrivé en me disant « On va faire une nouvelle version et je veux que l'interface de Final Cut ressemble à celle d'iMovie. » Oui. Et en particulier, qu'on abandonne le paradigme de 2 écrans depuis que les logiciels de montage existent, hein, et François va en parler mieux que moi parce que lui, il l'enseigne. Moi, j'ai fait des petites formations à l'époque pour les gens de Télé Monte Carlo sur Final Cut, tu vois, pour les monteurs de TMC, mais c'était il y a longtemps. Mais j'aime bien hein, le montage vidéo. J'ai toujours dit que quand je serai à la retraite, j'en ferai parce que j'adore ça, mais j'ai pas le temps. Et donc, on a tous travaillé sur un système à 2 écrans, un qui s'appelle source et un autre qui s'appelle moniteur. Oui, c'est ça. Dans l'écran de gauche, vous avez les rushs que vous êtes en train de traiter, et dans l'écran de droite, vous avez le résultat final. Et tous les monteurs depuis Avid, qui était un système de montage traditionnel, très cher, très propriétaire, etc., existe toujours, d'ailleurs. qui existe toujours, bien sûr, ont été formés comme ça. Et le jour où Apple a dit, on saute et on met qu'un seul écran, tous les monteurs ont dit, non. Et donc, ils sont passés sur le logiciel qui restait, qui le faisait très bien, qui est première, en sachant d'ailleurs que, si vous voulez, on racontera un peu plus en détail l'histoire. Il y avait d'autres raisons que ça. Hein. Ça tenait pas. C'était loin d'être la seule raison. Hein. Parce que dans le travail concret de vraie post-production, il manquait plein de trucs, quoi. C'était une catastrophe. Oui. Bon, mais ça s'est un peu arrangé, mais quand même, enfin, alors, parce que moi je reviens à l'accueil que les 14 000 personnes dans la salle ont réservé à Phil Schiller. C'était clairement pas le public des keynote Apple. Hein. Non. Donc ça veut dire que ces gens-là soit ont quitté Apple, soit n'y sont jamais venus, en grande partie. Je sais pas, c'est pas des Mac fans en fait. C'est des créatifs, c'est des gens qui sont. Oui, c'est ça. Et exactement. Des clients qui ont été déçus, donc a priori. Mais il y a beaucoup de créatifs sur Mac qui sont passés à l'iMac 5K quand il est sorti. Ouais. Avant qu'il y ait l'iMac Pro, il y a quand même. Moi, j'ai eu des. Je connais plein de gens en fait qui utilisaient des Mac Pro avant. On avait tous les G3, les G4, les G5, on est tous passés là-dessus. Et puis quand le Mac Pro a arrêté d'être mis à jour, il y a beaucoup de gens qui sont passés à l'iMac 5K. On avait un écran Retina de 27 pouces magnifique. Et techniquement, ça suivait quand même derrière. Ouais. Et pourtant, par contre, il n'y a pas tant de gens que ça qui sont passés à l'iMac Pro à cause du prix, parce que c'est une super machine, mais c'est quand même pas à la portée de tout le monde, malheureusement. Ouais, ça vaut quoi, 5 000 € un iMac Pro? Le modèle de base. Oui, le modèle de base. Ouais. Mais pour revenir au win-win, qui gagne le plus entre Adobe et Apple, Apple a clairement besoin de faire monter en puissance sa plateforme malgré la part ténue que représente encore l'iPad dans le mix de son chiffre d'affaires, puisque c'est l'iPhone le gros de ses revenus. Mais il a besoin d'une part de diversifier ses sources. Ouais. Et pour Apple, l'iPad est clairement le futur du Mac, même si ce n'est pas pour tout de suite. Ouais. Donc il faut continuer
à arroser dans la pépinière cette pousse qui n'a que 4 ou 5 ans. Ouais. D'ailleurs, juste un petit mot, je peux vous confirmer tout ça au niveau de ce qu'on voit nous chez Apple France. De 2007 à 2014, grosso modo, Apple nous disait il faut des boutiques, il faut des jolies boutiques. Le marché prioritaire, c'est le consumer. Laissez tomber le pro. Et puis là, ils sont revenus, alors que tout le monde a investi dans les boutiques, que tout le monde a pris des commerciaux boutiques, on a laissé un peu tomber les commerciaux professionnels qui connaissaient ces marchés, etc., parce qu'on n'arrivait pas à les payer. Et Apple a fait une volte-face à 180 en nous disant maintenant le futur, si vous voulez continuer à travailler avec nous, si vous voulez développer vos affaires, le futur, ce sont les pros. Et on leur a dit, mais les pros avec quoi? Puisque évidemment le Mac Pro, etc., le Mac Mini, les serveurs, puisqu'on n'a pas parlé de serveurs, mais quand Apple a laissé tomber macOS 10 serveurs, je pense que la moitié des gens, à commencer par Guillaume, ont failli se faire harakiri directement en live. Et donc, quand on demande à Apple, quel est pour vous le marché pro, ils nous disent, c'est l'iPad. Donc, et là, on ne comprenait pas, on disait, mais l'iPad avec quels outils? Et là, on a une réponse concrète. L'iPad avec Photoshop, oui. Alors, là, on peut investir. Je vois François qui fait ça de la tête. Je peux pas. Enfin, je comprends ce que nous dit Eli, mais pour moi, les professionnels, un iPad, c'est un complément à autre chose. C'est pas une machine principale. Je me verrais pas utiliser Photoshop sur l'iPad à longueur de temps. Effectivement, je commence mon traitement sur le Mac, je peux le continuer sur l'iPad, c'est top. Mais quoi qu'il en soit, je pense que les professionnels continueront à avoir un Mac derrière. On ne peut pas avoir qu'un iPad, c'est pas. Alors, pour moi, c'est pas envisageable. J'ai bien l'impression, en écoutant et en réécoutant ce qu'a dit Phil Schiller, que Photoshop sur iPad, c'est que le début de ce qui va arriver. Alors, et justement, je rebondis sur la question que pose via Twitter Alain Massé. Il nous dit, si je comprends bien, il s'agit du portage des produits Adobe sous iOS. Alors, en fait, c'est ça. Il y avait déjà eu dans le passé des trucs qui ressemblaient à Photoshop, mais qui étaient des trucs light. Qui étaient des trucs light, qui mettaient en œuvre plein de conversions, etc. Là, c'est vraiment, on traite du fichier PSD avec, sur leur exemple, il y avait 260 couches l'une sur l'autre, et on pouvait zoomer jusqu'au pixel près et faire du remplacement de pixels. Vraiment, c'était assez bluffant. Donc, c'est un Photoshop, mais total, sur iPad et sur iPad Pro, donc sur le grand écran. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir l'expérience équivalente, qu'on soit sur sa tablette ou au bureau sur son Mac ou son PC. Absolument. Et ce n'est que le début, parce que moi je dis juste à François, prépare-toi un jour à faire des cours sur Premiere sur iPad, parce que Premiere va arriver. Peut-être pas tout de suite. Oui, c'est clair. Ils vont commencer avec la petite application là qui s'appelle Rush, si je dis pas de bêtises. Exactement. Maintenant. On verra, hein, mais je me ferai harakiri, c'est pas grave. Mais je pense clairement qu'il va s'écouler pas mal d'années avant qu'on voit vraiment tout ça et qu'on n'utilise que l'iPad. Les gars, je reviens vers vous, juste Twitter, parce qu'il y a plein de messages qui tombent. Marcos nous dit, les relations Apple-Adobe ont toujours été mouvementées. Rappelons-nous des polices TrueType, mais apparemment Adobe a finalement digéré l'abandon de Flash par Apple. Jusqu'au prochain clash entre eux, c'est bien, il est optimiste. Ça veut dire que ça va pas durer très longtemps. C'est intéressant. Et c'est vrai que l'affaire des polices, c'est encore un autre épisode. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, c'était pas le plus virulent, mais c'est parce qu'Apple à un moment donné a sorti ses propres polices, puisqu'Adobe en fait vendait et faisait un business extraordinaire sur toutes les polices qui s'appelaient le fond de folio, si vous vouliez un fond de folio complet. Ça coûtait une véritable fortune. Maintenant, il fait partie de l'abonnement, mais vraiment, ça coûtait très très cher. Et Apple s'est mis à sortir des polices vectorielles qui s'appelaient TrueType et qui faisaient un peu l'équivalent des polices Adobe. Voilà. Donc, ce qui leur a pas fait plaisir, mais ça n'a pas été une énorme guerre. Ouais, c'est vrai, moins que Flash, en tout cas. Voilà. Les polices, c'est toujours une problématique aujourd'hui. Audrey, oui. Oui, je disais, les polices de caractère, c'est toujours une problématique aujourd'hui pour... là, par exemple, moi, je suis passée sur Mojave et j'ai une police qui ne fonctionne pas avec la CS6 et c'est... en fait, ça reste quand même très compliqué à gérer les polices, même si on a des outils dédiés. C'est toujours une source de problèmes quand même. Ouais, alors, tu parles de la CS6.
des gens de chez Adobe te diraient que tu es un dinosaure, parce que la CS6, elle a quoi? Elle doit avoir 6 ans, 7 ans? Je l'utilise très peu, donc pour mon usage, c'est vrai que ça suffit. Et c'est vrai que enfin, on va pas parler forcément de tarifs. D'ailleurs, j'ai hâte de voir combien ils vont louer Photoshop sur iPad, parce que je pense que ça sera un abonnement. Je pense qu'ils vont. L'abonnement à la suite CC, c'est quand même, je trouve ça assez onéreux quand même. Entre 49 et 69 euros suivant les applis, mais ça peut démarrer si tu utilises, par mois, si tu utilises une seule appli, tu as un abonnement à 20 euros. Si tu fais que du Photoshop, si tu veux la suite complète, c'est entre 49 et 69. Il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, on achetait la Master Collection, qui était la boîte avec tous les CD dedans. On mettait des heures à installer ça. Ça coûtait... Alors, plus de 1000 euros. Plus de 2000 euros. Ouais. C'était plus de 2000 euros. Hein. Donc, il faut que Photoshop à lui tout seul était déjà plus de 2000 euros. Je pense qu'il faut au moins 3 ans d'abonnement Creative Cloud pour acheter une boîte, sachant qu'il y a les mises à jour incluses, etc. Puis il y a tous les logiciels maintenant annexes, tous les logiciels mobiles, tous les polices de caractère. Enfin, les logiciels qui développent et qu'ils arrêtent au bout d'une semaine, mais c'est pas grave. Oui, tu dis quoi, François? Non, je dis les logiciels qui développent et qu'ils arrêtent au bout d'une semaine, parce que de temps en temps, Adobe nous sort des logiciels et puis 2 ou 3 ans après, ça disparaît. Il y a Muse. Là, il y a des trucs qu'on se demande un peu où est-ce qu'ils les pêchent, quoi. Mais... C'est vrai. Ouais. Bon, on n'a pas forcément besoin de tout non plus. Il faut être clair. Beaucoup de messages sur Twitter, c'est vraiment sympa. Entre parenthèses, message de Didier Méance qui nous dit: bonsoir l'équipe, premier numéro d'iWeek TV que je regarde avec le tout nouveau décodeur télé UHD Orange, l'image est superbe. Eh ben écoute, on est très très content Didier, que ce soit magnifique. J'espère que je me suis pas mis trop de maquillage. J'espère que je suis très beau. Donc c'est très bien. Tu m'enverras une photo sur ton magnifique écran. Je salue aussi donc Jérôme, à qui j'ai déjà dit bonjour, mais qui nous dit: pour ma part sur iPad, retouche photo et dessin, j'utilise Procreate et Bazar, B-A-Z-2-A-R-T. Adobe, je suis un peu largué. Peut-être une question de prix aussi, du coup, effectivement, ça correspond pas forcément à tout le monde, l'idée de s'abonner, parce qu'il faut s'engager, je pense, sur un an, il me semble, pour le Creative Cloud, il me semble que c'est un abonnement d'1 an, donc c'est sûr que si on regarde, voilà, le jour où on se décide, ça revient à engager 70 euros x 12, donc ça fait 840 euros, donc c'est sûr qu'il faut le prévoir. Marcos, encore lui, nous dit: Apple a beaucoup à gagner avec la venue des outils professionnels d'Adobe. Pas mal de personnes ne vont pas vers l'iPad Pro car pas de Photoshop qui tourne là-dessus. C'est vrai que c'est... Exactement. Je rejoins votre avis. Pour moi, Photoshop sur l'iPad Pro, c'est la killer app. Exactement. Oui. Oui, mais il y a les deux. Est-ce qu'elle va être compatible qu'avec l'iPad Pro d'ailleurs? Je crois que oui, pour l'instant, ça sera pro. J'ai l'impression que c'est seulement pour le pro. Je voudrais insister sur un truc, c'est l'écran spécifique de l'iPad Pro avec son taux de rafraîchissement tel qu'on est sur une réponse immédiate et l'interaction avec l'Apple Pencil c'est ça la killer app. Et c'est ce truc-là que Adobe ne pouvait pas laisser échapper longtemps pour tout ce qui était retouche photo, Lightroom également. Je veux dire, c'est pas uniquement Apple qui a à y gagner. Adobe ne pouvait pas longtemps c'est vrai. passer à côté de ça. Oui. Et puis, ils ont vu ce que faisaient les autres, parce que tout à l'heure, on a parlé de Procreate, qu'on utilise, qui est très bien. Il y a Pixelmator Pro aussi, qui est superbe, qui est cross-platform. Il y a Affinity. Donc, il y a énormément de solutions, aujourd'hui, pas très chères d'ailleurs, qui permettent de faire des choses exceptionnelles. Ce qui a validé la plateforme iPad Pro, c'est quand les dessinateurs de Pixar se sont mis à l'utiliser et se sont mis à dire que c'était un outil génial. Mais il manquait la killer app. Et la killer app, moi j'ai vu la petite vidéo présentant Photoshop sur iPad, qui doit être quelque part, tu dois peut-être pouvoir la retrouver, ou sinon on mettra un lien, mais la démonstration, elle est juste bluffante, la façon dont on l'utilise en tactile, la façon dont ça répond, dont ça réagit, c'est juste magique.
Absolument. Alors je salue Eric Alliot. Je l'ai peut-être déjà dit bonjour tout à l'heure. Eric Alliot, il nous envoie la photo devant sa télé. Voilà. Donc déjà ça veut dire que ça marche. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc déjà ça fait plaisir. Et puis il y a plein de messages sur Twitter ce soir. C'est la folie. Le sujet vous intéresse. C'est bien. On va de plus en plus faire des émissions thématiques comme ça qui vont être liées à l'actu. Alain Massé nous dit si l'iPad Pro doit se substituer à l'iMac, quid du portage d'iWork, autrement dit la suite bureautique d'Apple avec Numbers, Pages, etc. Les applis sont déjà dispo sur, bien sur sûr. iOS. Et ça tourne. Bah oui. Et ça Ouais, tourne. ça marche très bien. Oui. Bah oui, Alain, faut que tu ailles faire un petit tour, tu passes une petite soirée sur l'App Store pour voir que ça a bougé. Et c'est même gratuit. Ouais. C'est même gratuit, c'est vrai, c'est encore mieux, en plus c'est gratuit. Joël nous demande si ça va être un iPad Pro survitaminé. Ça c'est intéressant aussi parce que on sait que les iPads doivent évoluer dans les jours, les semaines qui viennent. Et donc Phil, il devait avoir les infos là sur le bout de la langue, non ? Oui. En fait, les rumeurs qu'on a sur cet iPad qui serait donc borderless, Face ID, donc sans bouton Home, etc., c'est qu'il serait équipé d'une puce A12X pour la première fois. Avant, c'était du A10X ou du A11X. Donc, qui est une puce encore plus puissante que celle d'un iPhone S ou S Max. Et comme vous avez vu, la puissance des nouveaux téléphones Apple, c'est juste phénoménal. Ouais. Vraiment. Je vous ai montré une image de ce qui pourrait peut-être être le prochain iPad. Ça risque d'avoir cette tête-là. Hein ? Oui. Sachant que ça risque d'être ça. S'il y a une puce AR, AR en plus sur l'iPad Pro, ça risque de faire quelque chose d'extrêmement puissant. Oui. C'est sûr. En plus, la réalité augmentée, on l'a entendu, hein, c'est un élément de stratégie commun fondamental entre les deux boîtes. Donc, et oui. On sent que ça fricote sec entre Adobe et Apple. Je continue de remonter vos messages. Ah voilà, Didier m'a envoyé la photo. Bon, c'est une photo de moi, j'ose pas trop la montrer, mais voilà, c'est sympa. Je vais la garder dans ma bibliothèque. Frédéric Cavaillé nous dit un futur Mac Mini Pro avec Adobe, ce serait pas mal. Ça va dépendre de ce qu'il aura dans le ventre Ah oui, mais ils vont pas. La réponse c'est non. Ah oui, parce que là, Frédéric parle d'un Mac Mini Pro qui serait développé avec Adobe ? Non. Non. Apple Non, il y aura peut-être un jour un Mac Pro, mais Mac Mini Pro, non. Tout simplement parce que le Mac Mini est destiné plutôt à être un serveur ou être un hub domestique sous une télé, etc. Ils feront jamais un outil pro. Sinon, il faudrait qu'Apple ait vraiment des écrans. Et Apple a laissé tomber le marché des écrans, donc ils reviendront pas. Ils ont fait un partenariat avec LG. Donc je pense pas qu'Apple sorte un écran de fabrication Apple aujourd'hui. Ouais. Vraiment, je pose la question parce que on l'a évoqué. L'historique Flash, c'est loin derrière, on n'en parle plus. Oui, d'autant que... Tout le monde a abordé Flash. Oui, c'est au final, Apple a eu le mauvais rôle du lanceur d'alerte en disant il y a des failles, ça ne marche pas. En l'état actuel, on ne peut pas le porter sur notre plateforme mobile qui était l'iPhone, et tout le monde... les concurrents d'Apple sur le marché du téléphone se gaussaient de la firme à la pomme en disant vous voyez, c'est des méchants, ils veulent pas d'Adobe sur leur et de Flash sur leur plateforme, donc on fait tourner ça très bien. Vous voyez dans quoi 6 mois après, Android, Adobe, Google, non. Google, oui, c'est ça, annonçait qu'eux aussi ils laissaient tomber le support de Flash sur Android, parce que précisément il y avait trop de problèmes de failles de sécurité. Donc au total, Apple n'était pas dans son tort, même si comment dire. En plus, Steve l'avait
parlait des difficultés avec beaucoup de bonne volonté en disant qu'ils essayaient de coopérer, mais que ça ne fonctionnait pas. Ouais. Alors, il y a un point technique important que soulève Marcos à l'instant sur Twitter avec le hashtag #AWeekTV. Il nous dit il n'est toujours pas possible de changer le profil colorimétrique sur l'iPad Pro. C'est fort gênant pour les pros de la photo, les designers qui veulent maîtriser la colorimétrie de bout en bout de la chaîne. Apple doit rajouter cela, sinon certains continueront à l'ignorer. À tes souhaits, Kelly. Et puis en plus avec la fonction True Tone activée, donc la fonction qui adapte la couleur de l'écran en fonction de l'ambiance lumineuse, ça c'est clairement le premier truc à désactiver sur un iPad si on veut travailler de la photo, parce que sinon les photos vont se retrouver jaune, bleu, etc. Mais c'est vrai que le profil colorimétrique c'est une bonne question, et si Apple veut vraiment toucher le monde de la photo spécifiquement, il faudra réussir à gérer ça beaucoup plus finement sur l'iPad. Absolument. Bon bah voilà, mes amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question, sauf si l'un de vous a une dernière volonté à manifester. Non, c'est bien. Bon bah écoutez, c'était passionnant. On va suivre l'arrivée de cette version de Photoshop sur iPad. C'est important, ce n'est pas un Photoshop pour iPad, mais sur iPad, qui n'arrive pas tout de suite. Ce sera 2019, et ce sera donc sur les nouveaux iPads. Mais il faut s'inscrire. Et on peut s'inscrire. Il y a une bêta. Il y aura un programme de bêta pour être au courant. Pour les possesseurs de la Creative Cloud. Absolument. Pour ceux qui ont la Creative Suite 6, malheureusement, je ne crois pas qu'il. Mais bon, Audrey peut updater, ça c'est possible de faire un upgrade. Peut-être. Il faut l'aider financièrement parce que vu le prix. Bon, en tout cas, vos dernières réactions sur le sujet, on continuera de les suivre jusqu'à la fin de l'émission. Il reste une quinzaine de minutes. Petit Kiki, le bien nommé, nous dit c'est cool un écran tactile pour Photoshop. Pour les Mac, le tactile, c'est dans nos rêves. Oui. Alors, c'est vrai qu'on se pose la question. C'est vrai qu'en revoyant l'autre jour les démonstrateurs d'Adobe travailler sur cette surface. Ce très grand écran là, ça avait l'air sympa. Est-ce que vous croyez que la position d'Apple sur le sujet peut évoluer, ou vous pensez qu'ils vont respecter la volonté de Steve? Je rajouterais juste un petit truc, et c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Je pense que pour Wacom, ça peut créer une concurrence. Alors Wacom, c'est une entreprise qui fait spécifiquement des tablettes graphiques. Ouais. Et c'est vrai que moi, quand j'ai acheté l'iPad Pro, je me suis dit, j'ai pas de tablette graphique, ça peut être une solution alternative. Et je pense que le fait de pouvoir à la fois, pourquoi pas servir de l'iPad comme deuxième écran, et en plus avoir Photoshop dessus, je pense qu'il y a peut-être des gens aussi qui vont migrer sur l'iPad Pro grâce à ça. Très juste. Donc tu n'as pas répondu à ma question, mais c'était quand même intéressant. Bon, un Mac tactile, est-ce que vous pensez qu'on s'en rapproche ou pas du tout? Non. Elie, non? Audrey? Non. Mais moi j'ai longtemps cru que Apple allait vraiment spécialiser le Mac pour les professionnels et justement l'iPad plus pour les particuliers qui veulent aller sur Internet, qui veulent faire leur mail et tout ça, puisque l'iPad est plus simple à utiliser. Et là, avec l'iPad Pro et Photoshop, du coup, ça bascule c'est le contraire un peu, hein. Ouais. Et non, un Mac tactile... Gilles? Il faudrait changer totalement le design de l'iMac et pouvoir le faire baraquer de manière à ce qu'il se transforme en planche à dessin. D'accord. Bon, bah, donc c'est pas pour tout de suite. On va continuer à avoir un Mac et un iPad pour faire à la fois de la souris et du tactile. Dans un instant, Audrey, avec ton amazing tip du jour consacré au Mac pour une fois. Au Mac. Ouais. Et tout de suite, on va se faire un petit breaking news puisque les AirPods sont épuisés sur l'Apple Store. Ce sont nos amis de MacG qui l'ont repéré là, petite heure avant le début de l'émission. Puis on reçoit des tweets là à nouveau. C'est Shinji qui nous le confirme, qui nous dit que les AirPods ne sont plus dispo à la vente sur le site d'Apple. Est-ce que ça veut dire que les nouveaux AirPods pourraient arriver dans les heures qui viennent, Elie? J'espère. On n'a aucune nouvelle d'Apple, mais depuis le temps qu'on les attend, ça serait pas mal. Nous, il nous en reste des AirPods, donc ceux qui en veulent savent qu'ils peuvent venir en prendre. Mais ouais, ça serait bien que... Mais disons qu'après, ça va dépendre de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du AirPod avec chargeur à induction, ce qui du coup n'est pas une très grosse actualité pour Apple puisque leur
système de chargeur multi-device là, dont on a parlé maintes fois, le AirPower, je ne sais plus comment il l'appelle. Voilà, donc semble avoir disparu de tous les sites Apple. Mais si c'est une deuxième génération d'iPod que je raconte moi, de AirPod, donc avec par exemple Siri, puisqu'on avait vu une vidéo au début de WWDC où une jeune fille parlait à ses AirPods, donc on se dit que ça serait pas mal. Non, c'était la keynote du 12 septembre, c'était la keynote, de l'iPhone XS. On y a cru, mais non. Mais peut-être. Bon, en tout cas, on va suivre ça. Ça peut bouger dans les heures qui viennent. Si jamais ça bouge d'ici 21h, alerte rouge sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. En attendant, comme promis, c'est l'heure d'Audrey et de son astuce du jour. À tout de suite. C'est un amazing tip, un truc et astuce incroyable qu'Audrey va nous présenter encore aujourd'hui. Audrey, ce clavier QWERTY qui vient nous enquiquiner au démarrage. C'est ça, je pense qu'on a tous vécu le fait de démarrer notre Mac et au moment où on veut saisir le mot de passe pour ouvrir notre session, malheureusement notre clavier passe en QWERTY ou en autre méthode de saisie. Et donc on est un peu bloqué puisque les touches sur lesquelles on appuie ne reflètent pas les bonnes lettres. Et oui, c'est embêtant pour les mots de passe notamment. Voilà. Et, oui. Et en fait, donc sur le Mac, il y a un réglage à faire. Donc c'est pas une nouveauté de Mojave, on pouvait le faire avant. C'est dans les préférences système que ça se déroule. Donc vous ouvrez le menu pomme et vous accédez aux préférences système et vous cliquez sur utilisateur et groupe. Je clique. Oui. Et il faut ensuite cliquer sur Options. Et pour pouvoir modifier ce panneau, il faut déverrouiller le petit cadenas qui est en bas à gauche en saisissant donc le mot de passe administrateur de votre session. Ouais, mais comment on tape le bon mot de passe si on n'est pas sur le bon clavier? Alors, le réglage que je vous explique, c'est à faire avant que le problème n'arrive. Ah ouais, mais c'est un réglage que vous pouvez appliquer. Oui, comment on fait? Mais si on est en plein dedans, comment on fait? Alors, mais si ton Mac est déjà démarré, donc en fait, tu peux changer le clavier puisque tu es déjà au niveau du Finder. Tu peux te mettre dans le clavier que tu veux. Non, mais si on est bloqué au démarrage, comme dit Benjamin, le plus simple, c'est de trouver alors sur l'iPhone ou sur l'iPad une photo d'un clavier QWERTY. Ah oui, c'est pratique. Et puis on simule les touches. Ah, en fait. Super. Voilà, c'est la solution que moi j'ai utilisée à l'époque. Ouais, on peut s'en sortir comme ça. Bon, alors, tu peux l'apprendre par cœur aussi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est mieux. Au préalable, on peut prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir, donc on peut faire le réglage que je vous expliquais. Voilà. Donc on déverrouille. Ouais, on déverrouille le petit cadenas et on va cocher la case qui s'appelle afficher le menu de saisie dans la fenêtre d'ouverture de session. Là, on peut refermer les préférences, donc c'est activé. Et donc, quand on démarre le Mac, on a maintenant en haut à droite un petit clavier qui nous dit que là, par exemple, je suis bien sur français et si je clique dessus, j'accède à toutes les autres méthodes de saisie. Donc, si j'étais passé du QWERTY, j'aurais pu repasser au français. Voilà, c'est tout simple en fait, mais combien de fois ça arrive qu'on soit bloqué alors, beaucoup moins maintenant. J'ai jamais trop d'ailleurs su pourquoi parfois. Alors, est-ce que c'est quand on installe une appli ou je sais pas pourquoi ça change, mais c'est vrai que moi j'ai parfois des clients qui sont bloqués comme ça au démarrage, donc je leur fais ce petit réglage là et au moins il n'y a plus de blocage possible, quoi. Voilà. Merci beaucoup Audrey pour ce nouveau truc amazing comme d'habitude. Bon, alors moi je voudrais voter pour un prochain type, Audrey. Si tu pouvais nous faire la démonstration de l'outil de mesure sur iPad, j'ai trouvé la vidéo très sympa, tu sais, l'outil de mesure. Donc tu pourrais nous le montrer. Une vidéo, oui, on pourra en parler, bien sûr. Ouais. Eh ben ça c'est une bonne idée, voilà. Ben, peut-être pour la semaine prochaine. Oui. Ou pour ta prochaine fois en tout cas. Bon. Alors, il nous reste allez, 7-8 minutes. On va se garder un peu de temps pour l'actu. On en parlait tout à l'heure. On en est où, à votre avis, de l'arrivée des nouveaux iPads et peut-être des nouveaux Mac? On avait parlé du mois d'octobre. On est déjà le 17. Comment Comment vous voyez les choses? Élie, peut-être, t'as pas d'infos?
Aucune, mais j'aimerais tellement qu'ils arrivent, hein, parce qu'à force de les attendre, tu sais, tous les mardis, généralement c'est les mardis, on se met à la fenêtre, on dit Soran, ne vois-tu rien, et ben non. Donc il serait temps, surtout que la 12.1 d'iOS qui devrait arriver quand même un jour ou l'autre, fait référence à ces nouveaux iPads. Donc là on parle iPad. Les Mac, j'aimerais aussi beaucoup qu'ils arrivent, parce que depuis le temps qu'on nous a dit que le MacBook Air allait changer, il est temps qu'il change. Hein. Après le Mac Mini ou le Mac Pro, j'ai des doutes, mais de toute façon, il y a un paramètre. Oui. De toute façon, ils ont 2 semaines. On est quoi maintenant? Le 17. Ils ont 2 semaines pour les sortir, puisque dans 15 le 15, comment dire, la troisième semaine, de novembre, c'est Thanksgiving, et donc il y a ce fameux week-end, donc Black Friday. Le Black Friday. Ben oui. Et donc ils n'auront pas après le tout début novembre, ils n'auront pas le temps de faire la mise en place. Ils n'ont pas le temps de faire la mise en place pour Thanksgiving. C'est sûr. Donc il y a 15 jours pour lever la tête. Bon, il y en a un autre qui est un peu, je pense, un peu à la bourre, c'est Free. Hein. Xavier Niel avait dit que la nouvelle Freebox arriverait entre fin août et octobre. Pareil, on est le 17 octobre, donc il reste 13-14 jours pour que la nouvelle Freebox soit annoncée. Et à ma connaissance, il n'y a pas de conférence de presse programmée. Alors elles sont généralement annoncées très, très peu de temps avant qu'elles aient lieu, mais quand même quelques jours. Et donc ça se resserre aussi, ça devrait plus trop tarder, sauf problème de production ou surprise de dernière minute. Est-ce que vous voulez un petit tuyau entre nous? Ah oui, bien sûr. Comme personne ne nous écoute. Bien sûr, on est entre nous. Bon, j'ai eu un tuyau de la part de Free qui m'a rappelé que toutes les Freebox à ce jour ont été annoncées un mardi. Voilà. Et que donc, un mardi. Et il en reste deux. Il en reste deux. Il reste mardi 23 et mardi 30. Ah, mardi 30, ils sont encore en octobre, hein, ça marche encore. Oui. Et on se mardi. Pardon, Audrey? C'est pas 9h41, c'est mardi. C'est ça. 9h41, c'est l'heure effectivement sur tous les cadrans, tous les écrans Apple. Mais c'est l'heure où Steve Jobs a présenté le premier iPhone, il me semble. Écoute, j'avais vérifié et en fait, il n'était pas 9h41. Ah là là. J'avais vérifié. Pas loin, mais non. Je pense que c'était dans l'idée. C'est vrai que le moment fort, c'est censé être 41 minutes après le début de la keynote. Exactement. Mais c'est pas tout à fait intervenu à ce moment-là. Mais ça mérite qu'on vérifie. On va vérifier pour la semaine prochaine, tiens. Pour les nouveaux Mac. Ouais, pour les nouveaux Mac, j'ai peut-être un indice. J'ai été invité à une conférence sous embargo, je ne peux pas en parler, d'un logiciel dont la montée en puissance va être progressive. J'ai demandé si c'était conditionné à des annonces faites par certains, des annonces matérielles faites par certains constructeurs. On m'a répondu que c'était une excellente question et que effectivement, à moyen terme, il y aurait des choses de ce côté-là. Donc, à moyen terme? Moyen terme. À moyen terme, c'est de l'ordre du trimestre. C'est comme ça de l'ordre du trimestre. Moyen terme. Alors, moi, c'est. Ouais. Alors, on va rappeler que Noël est le 25 décembre et que le Black Friday est dans un mois, quoi. Il y a quand même un indice supplémentaire. Hein, c'est que moi, je suis totalement d'accord avec Gilles. Au niveau de Black Friday, les produits seront annoncés avant, parce qu'après, c'est la saison des achats aux États-Unis. Tout le monde achète. Bien sûr. Par contre, il ne faut pas être très pressé, parce que je vous rappelle qu'à partir de après-demain, donc vendredi, il y a les précommandes de l'iPhone XR qui est livré le 26. Apple ne mélange pas les sorties de produits. Le XR est un produit sur lequel il compte énormément pour les ventes de fin d'année. Donc ça m'étonnerait qu'ils nous sortent un iPad Pro au milieu qui risquerait d'impacter sur les ventes de XR.
Franchement, j'y crois pas. D'ailleurs, François, tu m'as fait rire avec ton tweet tout à l'heure pour dire Apple rappelle que les précommandes commencent vendredi. Eh oui. Moi, je l'avais complètement zappé, effectivement, c'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure. Eli a raison, je pense que l'iPhone XR sortant la semaine prochaine, on n'aura pas d'iPad Pro. Une keynote le 30, ça paraît étonnant. À mon avis, on sera plutôt peut-être début novembre. Ouais. En même temps, ça n'a jamais eu lieu. On n'a jamais eu une keynote en novembre. J'ai pas de souvenir. Si, il y a eu une keynote iPad en novembre. Ah oui? Si. Un des premiers. Il y a 3 ans pour les MacBook Pro, mais. Ah bon, bah alors je il me semble qu'il y a eu une keynote iPad en novembre. Oh, il faudra qu'on vérifie, mais il me semble que oui. Bon, bah je rentre dans ma boîte, alors je ne dis plus rien. Non, on va vérifier. On peut tous se tromper. On va vérifier. Non, on va vérifier. Mais c'est vrai que ça glisse dangereusement vers le Black Friday et vers Noël quand même. Après, il reste plus beaucoup de temps. Hein. Mais en même temps, Apple ne fait plus de promo au Black Friday, donc pardon, j'allais dire. Oui, mais c'est quand même un moment d'achat intense, même s'il n'y a pas de promo. Ouais. Et puis ça compte. C'est très prédictif sur la teneur, la couleur des succès de Noël. Donc tous les constructeurs, tous les vendeurs de tout et n'importe quoi se battent. Il n'y a plus seulement l'électronique et l'informatique. Tout le monde se bat pour être prêt et surtout faire partie des débriefings, des retours de la presse le lundi et le mardi suivant. Bon. C'est quand le Black Friday d'ailleurs cette année? Vous avez la date exacte? Yes. Je peux te trouver ça. Ah bon, il te reste une minute, Eli, pour nous trouver ça. Je voudrais terminer l'émission en vous rappelant une chose très importante, c'est que... C'est le 23 novembre. Le 23 novembre, super. Chose très importante, abonnez-vous au podcast d'iWeek, alors sur Apple Podcast, et même si vous le voulez, la version audio est sur Google Podcast. Vous avez 2 versions vidéo sur Apple Podcast et sur iTunes, HD et SD, et puis vous avez évidemment la version audio. Abonnez-vous, c'est important, on a besoin de remonter dans les classements, mettez-nous la meilleure note possible évidemment, et laissez un avis, écrivez quelques mots pour dire à quel point vous aimez l'émission. Voilà, on est en train de mettre un gros coup d'accélérateur sur les podcasts, on a besoin de vous, c'est gratuit, allez-y, profitez-en, et puis comme ça vous raterez aucun épisode, et on essaye d'être hyper à jour, donc sauf la semaine dernière on a eu des petits soucis techniques, mais en général sinon vous avez les épisodes très rapidement en podcast, dans la poche, quand vous êtes dispo pour les écouter ou pour les regarder. Merci beaucoup d'avoir été là tous les 4, merci beaucoup Gilles, à très vite. Peut-être pas la semaine prochaine, mais dès que je peux, je viens vous retrouver. Ce sera toujours un plaisir. Pareil pour toi, Audrey, c'était génial que tu sois là finalement, tu vois, comme on le pensait. Merci, c'est toujours un plaisir aussi. Eli, à très très vite. Et oui, pas la semaine prochaine car je suis à l'étranger, mais dans 15 jours, promis. Bien, grand voyageur. À très très vite. Et oui. Et à très très vite aussi, François. Merci d'avoir été là. Et pas la semaine prochaine parce que c'est mon anniversaire et j'ai un repas de famille. Bon bah écoutez, je ferai l'émission tout seul la semaine prochaine. C'est pas grave. Passez une très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Et à 22h, le numéro 2 de Ciné-Watch avec Alan Blanc-Villain, l'émission Ciné de Watch qui fait son retour. Ne ratez pas ça, il y a des nouveautés, des surprises, ça va être sympa. Très bonne soirée, les programmes continuent. Salut à tous.